beaucoup, et peut-être même tous les futurs parents, appréhendent l'accouchement et les premiers temps qui suivent la naissance. Et c'est bien normal quand on y pense. Alors, est-ce qu'on peut vraiment tout anticiper ? Je vous préviens tout de suite, c'est impossible, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se préparer, être accompagné, rassuré, informé. Et ça change tout. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Kammerer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Dans cet épisode, on va parler de la préparation à la naissance et à la parentalité. En quoi ça consiste ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça peut vraiment nous aider à vivre ce moment avec plus de confiance ? On écoutera aussi le témoignage de 2 couples de parents qui vont nous raconter comment ça s'est passé pour eux très concrètement. Mais on commence avec Anne Kammerer qui va nous éclairer sur ce qui se passe pendant cette préparation. Salut Anne. Bonjour. Avec vous, on va expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les manières de se préparer à un accouchement et au premier temps de la parentalité. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la préparation à la naissance ? Alors, les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, elles se font en plus du suivi médical de grossesse qu'on fait chaque mois. Ça représente un volume de 7 séances remboursées par la Sécurité sociale, à partir du moment où c'est fait par une sage-femme ou par un médecin. Alors, on n'est pas obligé de réaliser la totalité de ces séances avec la même personne. On peut tout à fait faire un certain nombre de séances avec une professionnelle, puis la suite des séances avec quelqu'un d'autre. Et si on choisit de faire des séances en plus, dans ce cas-là, elles restent à nos frais. Et les séances peuvent se passer avec une professionnelle en libéral ou à la maternité, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Toutes les maternités ne proposent pas forcément de séances de préparation à la naissance, mais si la maternité vous avez prévu d'accoucher en propose, vous pouvez tout à fait faire certaines séances à la maternité et d'autres séances en libéral. Qu'est-ce qu'on apprend au cours de ces séances ? Le contenu des séances peut varier beaucoup selon le type de préparation qu'on choisit. Souvent, on parle de préparation classique pour désigner la préparation à la naissance qui est la plus fréquente. Et cette préparation classique, donc elle peut se faire en individuel ou en collectif. Souvent, ça peut être des groupes de parents qui attendent un bébé à peu près au même moment. Donc chaque séance porte sur une thématique donnée et le but de la préparation classique, c'est de vous donner des repères, des informations pour que vous vous sentiez plus à l'aise en fait sur les différentes étapes de la grossesse, de l'accouchement et de l'après. On va par exemple aborder des choses comme comment on reconnaît des contractions de travail, quand est-ce qu'on doit se rendre à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer là-bas, quels sont les professionnels qu'on rencontre, comment se passe le moment de la poussée, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la douleur de contraction, comment se passe un allaitement, comment se passent les premiers jours avec un bébé. En fait, voilà, on peut dérouler un peu un fil chronologique de toutes les choses nouvelles à découvrir qui concernent l'arrivée d'un enfant. Et on peut vous donner des conseils, des astuces et échanger en fait ensemble, répondre à vos questions sur tous ces sujets-là. Et on parle de préparation à la naissance et à la parentalité parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas au jour de l'accouchement. Finalement, il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'après. Et très souvent, lors de ces séances, on va aborder les premiers jours, les premières semaines avec un bébé. On peut aborder la question du sommeil, la question de l'alimentation, le suivi médical des enfants. Voilà, pareil, vous donnez une feuille de route un petit peu pour les débuts de votre vie de parent. Si je comprends bien, c'est vraiment pour avoir confiance en soi et être informé finalement. L'idée, c'est qu'en fait, on ne sait pas encore quelle va être l'histoire de naissance de ce bébé-là. Et le fait d'aborder ensemble comment se passent en général les naissances, quels sont les chemins possibles pour venir au monde, ça permet un petit peu comme si on dépliait une grande carte de randonnée qu'on n'avait jamais faite, de se dire ça c'est le chemin principal, ça c'est les raccourcis, les chemins possibles, et comme ça le jour où vous faites la randonnée, le jour où votre bébé arrive, il y a certaines choses qui vont vous paraître familières alors que c'est la première fois que vous les vivez. L'objectif c'est que vous vous sentiez plus à l'aise, plus en confiance dans les différentes étapes. Comment s'organise une séance de préparation à la naissance et à la parentalité ? Chaque sage-femme organise le contenu des séances à sa manière. Donc, il peut y avoir des variations entre les différentes professionnelles. Mais c'est vrai qu'on aborde toutes
quand même les principales thématiques de l'accouchement et du début de la parentalité. Par exemple, toutes les sages-femmes parlent de comment reconnaître les contractions de l'accouchement. Moi, par exemple, j'aime bien mimer les contractions parce que je trouve que ça rend les choses assez concrètes, que ça permet aux gens de savoir à quoi ça ressemble une femme en travail, pour se rassurer, pour voir que c'est normal, que ce soit parfois très intense ou qu'on ait besoin de souffler, de bouger, parfois de crier. Et puis d'autres sages-femmes vont peut-être expliquer ça à leur manière à elles. Est-ce que c'est aussi utile de refaire ces séances pour un deuxième enfant ? Pour nous, en tout cas, oui, parce qu'on aime bien avoir parfois dans un groupe une femme qui a déjà accouché et qui va pouvoir participer et parler de son expérience. Souvent, c'est assez intéressant et assez riche pour le groupe. Souvent, il y a des femmes qui vont décrire le fait que le temps de préparation à la naissance pour une deuxième ou une troisième grossesse, ça permet aussi de prendre un temps dédié à cette grossesse. Parce que souvent, on court partout, on a déjà une vie quotidienne très chargée et on peut avoir l'impression que la grossesse passe à toute vitesse sans qu'on ait eu le temps de se consacrer à ce bébé-là qu'on est en train d'attendre. Et d'avoir des temps de préparation, c'est aussi des temps où on se pose, on a un moment un peu dédié et privilégié pour penser à cet enfant et préparer sa venue. Quelle est la place dans ces séances pour le coparent, le père ? Alors, dans la plupart des préparations à la naissance, les coparents, ils sont les bienvenus à toutes les séances. Donc, bien sûr, quand c'est des séances en couple ou individuelles, mais aussi dans les séances collectives. Je pense que c'est intéressant et on n'y pense pas tout à fait assez. Mais en réalité, c'est pas parce qu'une grossesse se passe dans le corps d'une femme que les coparents n'ont pas de questions, n'ont pas de rôle ou n'ont pas d'inquiétude à l'arrivée de leur enfant qui va venir. Et je pense que de faire ces séances-là en couple ou collectivement avec les coparents, ça permet aussi de prendre cette place-là pour les coparents, de poser leurs questions, de se demander quel va être leur rôle pour accompagner une femme qui est en train d'accoucher, quelle place on attend d'eux au moment de la naissance à la maternité, quelle organisation on peut préparer dans son couple pour les premières semaines de vie de cet enfant, comment on va se relayer, quelle répartition des tâches on va organiser pour que ça se passe au mieux pour chacun. Oui, et comment le père ou le coparent peut masser la femme qui accouche, par exemple ? Voilà, ça peut être tout à fait des séances où on va parfois parler de la gestion de la douleur et de comment être à deux dans ces moments-là. Ça peut être un très bon soutien et des massages, des étirements, des phrases rassurantes peuvent être un super accompagnement, ouais. Alors, avant l'accouchement, on peut faire ce qu'on appelle un projet de naissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi en faire un ? Alors, le projet de naissance, c'est une manière de communiquer avec l'équipe qui va s'occuper de vous à la maternité. L'objectif, c'est que ça tienne sur une feuille de papier et que vous puissiez le transmettre en fin de grossesse pour qu'il soit ajouté à votre dossier et que les professionnels présents le jour de la naissance puissent le consulter dans votre dossier. Et ce qu'on y met, ce sont des informations sur notre histoire ou sur nos envies qui vont être spécifiques à nos besoins, spécifiques à nos attentes, pour que des gens qui ne nous connaissent pas puissent adapter leur accompagnement et qu'on se sente les plus à l'aise possible. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple ? Par exemple, on n'a pas besoin de préciser qu'on a envie que tout se passe bien. Tout le monde, en fait, a envie que tout se passe bien. Mais par contre, la manière dont on envisage la gestion de la douleur peut être différente selon les femmes. Il va y avoir des femmes qui vont dire « Moi, j'ai extrêmement peur de la douleur et dès que c'est possible, j'aimerais qu'on pose une péridurale. » Ok. Et puis il y a d'autres femmes qui vont nous dire moi j'ai envie d'un accouchement physiologique sans péridurale et j'ai surtout pas envie qu'on vienne me la proposer toutes les 5 minutes. Bon voilà, ça ce sont deux façons possibles de vivre les choses et d'avoir des attentes particulières. Et du coup, le fait de le préciser, ça peut permettre à l'équipe de mieux s'adapter à vos envies et à vos besoins. Ça peut être des choses qui concernent vos appréhensions, vos inquiétudes. J'ai très peur de la vue du sang. Ou bien j'ai très peur des piqûres. J'aurais besoin que ce ne soit pas une étudiante ou un étudiant infirmier qui fasse une pause de perfusion parce que j'ai peur de tomber dans les pommes si on fait ça. Ça peut être des choses sur votre histoire. J'ai vécu, par exemple, des violences dans ma vie et j'en suis restée très marquée. J'aimerais qu'il y ait le moins de professionnels possible présents ou bien j'appréhende l'examen gynécologique. Voilà, ça peut être des informations importantes pour que les professionnels les gardent en tête et s'adaptent le mieux possible. Et puis, ça peut être aussi des choses qui concernent les coparents. Par exemple, mon partenaire ou ma partenaire a très envie d'attraper le bébé ce jour-là avec la sage-femme.
C'est tout à fait possible, mais c'est bien si la sage-femme le sait à l'avance pour pouvoir s'adapter. Ou bien, ma partenaire, elle est malentendante, elle a besoin que les professionnels ne portent pas le masque quand on s'adresse à elle parce qu'elle a besoin de lire sur les lèvres. Bon voilà, ce sont des choses qui font que on prend en compte vos spécificités de façon à ce que vous soyez le plus serein et le plus confortable, même quand vous êtes avec des professionnels qui ne vous connaissent pas a priori. Est-ce que c'est obligatoire finalement d'écrire ce projet de naissance ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire ? Alors non, c'est pas du tout obligatoire. L'objectif, c'est toujours que ce soit un outil pratique pour vous. Donc il y a des gens qui vont être à l'aise avec cette formulation à l'écrit, qui peuvent réfléchir en avance, et puis il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont préférer transmettre les informations au fur et à mesure, à l'oral, simplement en rencontrant les équipes. Quand vous arrivez pour accoucher, il y a des gens qui n'auront pas écrit de projet de naissance, mais qui vont dire « Ah voilà, juste un petit truc à savoir sur nous, c'est on a envie de ci, on a envie de ça, ou alors on a peur de ci, on a peur de ça ». Donc on s'adapte vraiment, c'est une manière comme une autre de communiquer. Et on utilise celle qu'on préfère. Merci Anne Kammerer pour ces explications. Merci. On profite également de ce podcast pour vous parler des ateliers santé et prévention organisés par l'assurance maladie et des ateliers droit et démarche organisés conjointement par les caisses d'assurance maladie et les CAF. Donc, un atelier santé et prévention, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'un rendez-vous collectif conçu et organisé pour échanger avec des professionnels de santé, pour trouver des informations et des conseils pour vous et votre enfant. Pendant cette réunion, vous pouvez être informé sur tout un tas de sujets très variés. Par exemple, les examens de santé à effectuer, la prévention au quotidien, sur l'alimentation, les médicaments, l'environnement, le tabac, l'alcool, le retour à domicile après l'accouchement, l'allaitement, etc. C'est organisé par l'assurance maladie, à distance ou en présentiel. Concernant les ateliers droit et démarche, là aussi c'est un rendez-vous collectif pour s'informer sur les démarches administratives lors de la grossesse et à l'arrivée de l'enfant. C'est organisé conjointement par votre CAF et votre caisse d'assurance maladie, et ces ateliers peuvent eux aussi se faire à distance ou bien en présentiel. Toutes les informations relatives à ces ateliers sont à retrouver en contactant l'assurance maladie et la CAF de votre département. On va à présent donner la parole à 2 couples de parents qui vont nous partager leur expérience de la préparation à la naissance. Moi, c'est Sophia, j'ai 31 ans, je suis mariée à Stanislas et j'ai un enfant qui a 20 mois aujourd'hui. Stanislas, 36 ans, marié à Sophia et donc père d'un enfant de 20 mois. Tout pareil. Alors en fait, on a suivi 4 séances de préparation à l'accouchement. On a fait 3 avec une sage-femme en libéral et une dans le cadre de notre suivi à la maternité. Et les 3 séances qu'on a eues, il y en a une sur l'accouchement en tant que tel. Donc plutôt d'un point de vue physiologique. Après, on a eu la question de la gestion de la douleur. Ensuite, on a eu l'allaitement et enfin les premiers jours de la vie de l'enfant. L'allaitement, le physiologique et les premiers jours, c'était avec la sage-femme en petit comité dans son cabinet, avec quelques autres parents qui s'étaient inscrits à la séance. Donc là, c'était plutôt intimiste, avec une espèce de PowerPoint qui était projeté avec des vidéos et des maquettes et des petites poupées pour nous poupées, expliquer l'engagement du bébé dans le bassin, etc. Et la gestion de la douleur, c'était à la maternité, donc la plus gros groupe, dans une salle type salle de yoga ou salle de sport avec des tapis. Et là, du coup, c'était plus pratique comme atelier. Donc, on était plus nombreux également et du coup l'idée c'était toujours d'être le parent et le coparent et de voir les types de massages qu'on pouvait faire, les mouvements, etc. Donc il y avait des cours qui étaient plutôt théoriques, on va dire, sur toute la compréhension de la grossesse et l'accouchement et les premiers jours de l'enfant, et des cours beaucoup plus pratiques du coup à la maternité. Ce qu'on attendait, c'était aussi d'avoir un peu des faits
je dirais pas scientifiques, mais qui sont quand même bien étayées, et du coup qu'on puisse se faire notre propre avis, là où lorsque c'est la famille, les amis qui donnent des conseils, même s'ils peuvent être très précieux, il y a quand même ce filtre de je suis sachant parce que j'ai vécu ça. Et donc ça, je pense que ça change un peu quand c'est des professionnels qui connaissent vraiment ce qui se passe au quotidien, qui se font à l'idée aussi de l'avancée des connaissances qu'on a sur le sujet. Et du coup, ça c'était hyper intéressant pour nous. Moi, je sais qu'il y a des trucs très techniques, entre guillemets, qui m'ont marqué. Le fait que si le bébé était engagé dans le bassin, il y a un moment, on pouvait plus avoir accès à la césarienne. Le fait que la péridurale, on peut la demander à n'importe quel moment, même lorsqu'on est dilaté à 9, par exemple. Et ça, je trouvais ça très rassurant de le savoir en tant que maman, voilà, qui allait donner la vie. Un dernier point, pour moi, c'était la question du lien d'attachement. Effectivement, je pense que c'est quelque chose que je connaissais pas dans cette dimension-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en fait comment ça peut impliquer le coparent dans les premiers jours et la vie du bébé, en prenant en considération le fait que plus un parent s'occupe de son enfant, qu'il l'ait porté ou pas, plus on va créer cette forme d'amour pour son enfant. Et donc, je trouve que ça valorise toutes les petites actions du quotidien qu'on a avec un enfant. Et avec un nourrisson, on a plein d'actions qui sont très terre-à-terre, puisque un nourrisson, ça mange, ça dort, ça défèque, et c'est un cycle qui revient. Et donc, du coup, je trouve que le fait de prendre en considération que le temps qu'on passe à faire ces choses du quotidien va favoriser le lien d'attachement, ça permet de créer et d'inclure le coparent dans cette relation. Les cours de préparation m'ont servi beaucoup, je trouve, sur l'après, les soins, comment du coup on crée le lien d'attachement avec le coparent et le nourrisson, voilà, sur ces éléments-là. Ça m'a plutôt permis de comprendre ce qui allait se dérouler, parce que moi j'étais pas dans le corps de ma femme, et du coup c'est difficile quelquefois de percevoir ce qui peut se passer, donc, et on peut se sentir un peu distant, donc ça permet de mieux comprendre et donc d'être plus impliqué et de comprendre aussi dans les échanges avec le corps médical ce qui est en train de se passer et de prévoir si jamais il y a un souci, en tout cas de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et pour l'après aussi, effectivement, tout ce qui touchait aux soins, au massage du bébé, le porter, le calmer, etc. pour ce qui venait après, où du coup je pouvais être plus investi. Lorsque notre enfant est né, on a eu du mal à lancer l'allaitement. En fait, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai eu une montée de lait assez tardive, à plus de 8 jours révolus. Et on s'est souvenu d'une remarque que notre sage-femme nous avait faite, qui était qu'elle faisait une comparaison, une métaphore entre l'allaitement et une livraison qu'on demande par Internet. Et elle disait, en fait, entre le moment où on fait cette livraison, donc le moment où le bébé va tirer le lait, et le moment où on va recevoir le colis, c'est-à-dire où le lait, la production de lait va s'ajuster à la demande du bébé, eh bien, il y a un délai. Et ça nous a été très utile parce qu'on s'est dit, il faut continuer à faire en sorte que le bébé demande et prenne le sein ou soit stimulé artificiellement, ou que le sein soit stimulé artificiellement par exemple, le tire-lait. Et ça va permettre du coup d'ajuster la production de lait en fonction. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé en tête et qui nous a aidé à pouvoir finalement faire en sorte que cette lactation démarre. Je me souviens d'une chose dont notre sage-femme nous avait parlé, c'était d'inclure justement le coparent dans l'allaitement. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Elle expliquait que ce n'est pas parce qu'il y a un des deux parents qui allaite que l'autre ne peut pas avoir une fonction, notamment pendant la nuit, changer, faire les soins du bébé et apporter le bébé à la mère pour qu'elle puisse allaiter sans avoir besoin de se relever et sans se fatiguer par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose
que j'ai bien retenu et qui était important parce que voilà, il y avait cette question d'inclusion, mais cette question aussi de finalement de soulager, de protéger d'une certaine manière la mère dans ce moment de grande vulnérabilité qui est le postpartum. Ça permet de déculpabiliser aussi la femme, j'ai l'impression, si ça fonctionne pas tout de suite, parce que du coup, c'est pas tout le monde à qui ça va arriver du premier coup, c'est pas tout le monde il y en a à qui quelquefois malheureusement ça va pas fonctionner alors qu'elles ont envie, etc. Et je trouve que le fait d'être prévenu en amont et de savoir que ça dépend des personnes, il y a un côté peut-être déculpabilisant. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses quand même qui ont volé en éclats le jour de l'accouchement, parce que c'est vrai qu'on a beau préparer alors il y a les questions de respiration que je crois que t'as pas mal utilisées. Oui, la respiration. Mais après, au niveau des positions, des massages, etc., on n'a pas forcément pu trop les utiliser parce qu'il se trouve que nous, on a passé beaucoup de temps en salle d'attente, donc dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour Sophia. Puis en fait, le jour J, j'avais plus du tout les mêmes envies. C'est-à-dire que par exemple, on avait dit que on voudrait de la musique, on voudrait que je voulais que ça me fasse un certain nombre de massages, etc. Or, je voulais absolument pas de musique lorsque j'étais en plein travail. Je voulais absolument pas qu'on me touche. Enfin, en fait, voilà, il y avait plein de choses qui correspondaient pas du tout à la projection qu'on avait de ce moment-là. On a eu connaissance du projet de naissance, d'abord en se renseignant quand même pas mal sur la maternité et l'accouchement, notamment au travers de BD, au travers d'un certain nombre d'ouvrages. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'essayer de formaliser ce projet de naissance. Il était relativement court, il s'intéressait évidemment plutôt à la phase notamment de gestion de la douleur, concernait voilà plutôt un accouchement dans l'eau, certains éléments dont on a parlé de musique notamment, ouais. Massage, etc. Voilà. Et puis après sur l'après accouchement en tant que tel, l'après travail, c'était le fait d'avoir du pot à pot, de favoriser la relation avec le bébé dès sa sortie, notamment tout ce qui concerne la prise au sein, etc. Et dans les faits, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on avait quand même choisi une maternité qui prenait déjà en compte un certain nombre de ces points, et donc du coup c'était pas vraiment une nouveauté pour eux, et donc c'était pas forcément quelque chose sur lequel on a eu besoin d'appuyer. On a eu l'impression que ça faisait partie de leurs habitudes. Et le second point, c'est mais ça le corps médical nous l'a aussi nous a mis en confiance par rapport à ça, c'est qu'en fait ils nous ont redemandé à chaque fois ce dont on avait envie, ce qui était très bien parce que en fait on avait des envies qui ont beaucoup évolué. Par exemple, l'envie d'accoucher dans l'eau. En fait, comme j'avais pu prendre un bain en ayant déjà le démarrage du travail avant d'arriver à l'hôpital, en fait, arrivé à l'hôpital, j'avais plus du tout envie de ça. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça dont je n'avais pas envie sur le coup. Et d'autre part, après, il y a les aléas de la naissance. Nous, c'était un accouchement qui a été très long. Il y a eu de légères complications et qui ont fait qu'il y a dû avoir une prise en charge un petit peu plus rapide sur certains points. Donc, par exemple, le pot à pot n'a pas pu se faire tout de suite. Voilà, des éléments comme ça. Et en fait, pour nous, ce projet de naissance a permis à la fois de nous projeter dans cette naissance et dans l'arrivée de notre enfant. Et en même temps, et ça nous avait beaucoup été dit par notre sage-femme, vous vous adapterez à la situation. Et ça, je pense que c'était très, très important de nous le dire, parce que même si ça peut être difficile à vivre, c'est quand même aidant de pouvoir revenir là-dessus en disant, oui, effectivement, tout est une affaire d'adaptation, rien n'est figé dans le marbre, les besoins ne sont pas ceux qu'on imaginait à l'instant où on a pensé la chose. Je m'appelle Sidonie, j'ai 33 ans, je suis la maman de Lou. Il aura 3 ans le 14 mai. Et donc moi, Thomas, 34 ans. Et donc, je suis le papa de Lou. On a suivi des cours de préparation à l'accouchement. Et je dis on parce que je tiens à préciser quand même que Thomas a été à chaque... t'es venu à chaque cours. Exactement, je suis venu à tous les cours. On a fait 5 au total. Et comment ça s'est passé ?
Moi, j'étais suivie par un gynécologue et en parallèle, donc pour le suivi plutôt de préparation, j'avais pris une sage-femme. Et ça a été assez facile et assez fluide. Thomas, pendant les cours, il sortait son téléphone. J'étais hyper gênée au début parce que, en fait, il sortait son téléphone et il notait, en fait, tous les trucs. Et moi, je pensais, le premier cours, qu'il en avait rien à battre de ce que racontait la sage-femme. Et en fin de compte, tu notais mot pour mot tout ce qu'elle racontait. Ouais. Moi, je me souviens que c'était une nana elle était très douce. Mais même son visage en fait était doux, donc c'était très rassurant. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on était seuls avec elle. Ouais, c'est sûr. Et je me rappelle que tout de suite, elle nous disait bon bah voilà, aujourd'hui cette séance, ce qu'on va aborder, ça va être telle thématique, et la semaine prochaine on verra plutôt ces sujets-là. Et donc ça permettait aussi de se projeter et d'éviter aussi de poser des questions qui arriveraient les séances d'après. Première séance, ça tournait plutôt autour de justement, est-ce qu'il y a un projet de naissance, c'est plus en règle générale. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu fais avec l'accouchement qui arrive. Et en fin de compte, je pensais que la plupart des séances, genre sur les 5 séances, que 3 sur 5 allaient concerner le moment, comment tu fais pour pousser. Et en fait, non, pas du tout. Il me semble que ça a été... C'était quoi, la dernière séance Ouais, c'était l'avant-dernière séance, parce que la dernière séance, c'est je vous préparer un peu à tout ce qui peut arriver, et au moins vous serez prêts, voilà, qu'est-ce qui peut se passer le jour de... Ah oui, c'est là où au moment de l'accouchement. Et moi, je sais que à l'inverse de toi, c'était beaucoup sur la préparation, le sac, etc. Et moi, j'avais un côté ultra pratique de dire, ok, à partir de quand il faut qu'on prenne la voiture et qu'on aille aux urgences pour accoucher. Donc ça, moi, c'était vraiment la question qui me trottait de, ok, c'est quoi l'espacement des contractions? Enfin, il y avait un côté très pratique ouais. De se dire, ok, comment gère, quand est-ce qu'on donne le top départ? En fait, les cours à l'accouchement, ça a permis aussi de rendre réel, et notamment en tant que père où on porte pas l'enfant, donc ça devient réel de dire, ok, bon bah on se rend compte forcément que notre partenaire de vie elle porte un enfant, mais que en fait ça va bientôt arriver, et ça rend concret un peu ce moment. Et moi je sais que ça m'a permis de me dire, en fait ok, c'est bon, je suis prêt, et si ça arrive maintenant, ça arrive maintenant. Alors, ce qu'on a vu en cours de préparation sur justement la fameuse valise à préparer, elle nous avait dit, oui, vous préparez en fait une valise pour le bébé, pour les quelques jours qu'il va passer à la maternité. Vous préparez, bien entendu, une valise pour vous deux, pour voilà, passer le temps, vous changer, etc. Et elle nous avait vraiment recommandé, une maternité, c'est pas toujours hyper... c'est un peu glauque, quoi. On est dans un hôpital, donc c'est assez médicalisé, aseptisé. Voilà, c'est bien de ramener aussi des choses qui vous rassurent, qui font que vous vous sentez bien. Puis qui vous font plaisir aussi. Vous allez avoir envie de grignoter des choses qui font plaisir, donc équipez-vous. Et je sais qu'elle nous avait aussi précisé, à partir du moment où je crois que de mémoire, c'est à partir du moment où t'as ta péridurale qui démarre, tu peux plus rien manger. Ouais. Et du coup, elle nous avait dit, ça peut durer un moment. Vous pouvez continuer de prendre des jus, et ça permet d'avoir un peu d'apport de sucre. Et heureusement, parce que ça t'a permis de tenir sans t'évanouir quand même pendant un paquet d'heures, quoi. Ouais. Alors franchement, on va pas se mentir, t'es jamais complètement préparé à ton premier accouchement, parce que tu projettes beaucoup de choses aussi, t'imagines plein de trucs avec tout ce qu'on te raconte, ce que la sage-femme aussi, la manière dont elle te prépare. Je pense que ça c'est lié aussi beaucoup à la personnalité de la sage-femme. Donc il y a certaines choses qu'on comprenait, que notamment le col, s'il est pas suffisamment dilaté, en fait on peut pas commencer le travail. Moi je me souviens que j'avais beaucoup dit dès le premier cours, je pense, de préparation, que moi la péridurale, c'était il y a pas de question qui se pose, quoi. Je la veux, et tout de suite je ne veux pas être en douleur. Et donc ça, par exemple, je pense que d'en avoir discuté avec elle, ça m'a permis aussi d'être très au clair avec le corps médical, et de dire, en fait, dès que vous commencez à me déclencher, je veux une péridurale.
Je veux pas attendre d'avoir mal. Donc oui, il y a plein de petites choses qui nous ont servi. Après, je pense que chaque accouchement est différent et puis on était vraiment dans un cadre. C'était pisse. On était vraiment dans un cadre de confiance et donc en fait, on était vraiment à se laisser porter. « 3, 2, 1 parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.